Ladies and gentlemen. Garp. Garp. Garp? Yes, garp. Sounds like a fish. I'm an American writer, and Every single place, every single household, whether you're a white person, a black person, a Chinese person, a native person, you're on a reservation or you're off reservation, that's all Indian country. I breathe and I live with the knowledge of what happened to my aunt in the late 30s who was lynched by the KKK. I must recollect with yet greater fury. America, America, ton dragon fou s'ennuie. Amène-le que je l'achète. I would be in as touch with my subject if I lived somewhere else. Alex, en roue libre. En roue libre. Au micro, Alexandre Hérault. Alex, pour les intimes. J'ai rendez-vous, ça y est, ce sont pour moi les derniers moments du festival, mais last but not least, avec une romancière canadienne née et qui a grandi à Montréal, où elle vit encore, Heather O'Neill, et qui publie au Seuil un roman palpitant, une vraie saga qui met en scène deux adolescents orphelins qui traversent le Canada, et oui, de la Grande Dépression. Là-bas, une peinture de Montréal assez saisissante. Et ce roman s'appelle Les enfants de cœur. Elle va nous dire pourquoi, elle va nous expliquer comment elle travaille, comment elle a imaginé peut-être ces deux personnages qui tombent amoureux dès l'orphelinat, qui vont être séparés à l'adolescence, qui vont vivre la Grande Dépression de manière cruelle. Pierre tombera dans l'héroïne, Rose dans la prostitution. Tout ça est dépeint avec un grand réalisme par Heather O'Neill, dans cette marge où ils évoluent, les marges sordides de la ville. On se débat avec le pire, mais il y a toujours un faisceau de lumière chez elle. D'ailleurs, que disait le journal montréalais La Presse? Je cite, c'est sur le programme: Heather O'Neill fait revivre avec magie et émerveillement un Montréal clinquant, magnifique aux yeux des deux orphelins qui arpentent les bas-fonds, Rose et Pierrot, et fascinant malgré la pauvreté, le crime et la violence qu'il abrite. Bon, alors vous avez le pitch, je vous en dirai pas plus, ça c'est le pitch après tout qu'ont eu tous les festivaliers ici d'América. Elle m'attend après sa conférence, au fond de la cafétéria, m'a-t-elle dit, où il y a un piano. Je m'approche. Il paraît qu'il y a Heather O'Neill qui m'attend là. Myriam, vous qui êtes à l'entrée de l'espace Serrano, ici c'est l'endroit où on va au spectacle, une des belles salles de Vincennes. Oui, c'est une belle salle de Vincennes. Comme vous pouvez voir, il y a des chaises qui pourront vous permettre d'être confortable, bien et à l'aise. Et puis, voilà, la luminosité qui peut être aussi confortable. Et puis, vous êtes accueillis par des bénévoles, hein, qui sont là aussi. Sympathiques aussi. Des bénévoles confortables. Oui, confortables. Agréables aussi. Mais c'est ce que j'ai découvert pendant tout ce festival, qui ne tiendrait pas s'il n'y avait pas vous. Ah oui, alors il n'y a pas que nous, mais il y a aussi les personnes qui sont là aussi, puis vous-même qui faites circuler l'information et qui fait vivre en fait le festival. Et puis c'est le son. Le son. Ah, le son. Et le son pour vous c'est quoi? Le son, pour moi, c'est vraiment créer une sensation agréable de bien-être. Et vous savez, quand vous êtes en train de lire, vous êtes aussi entouré de sons et vous arrivez aussi à faire en sorte que ces sons, comme si vous étiez dans une bulle et ça glisse autour de vous. Voilà. Et vous êtes dans votre lecture. Hein. Donc moi, quand je parle là, alors c'est sur Internet que ça se passe, Alex en roue libre, je m'adresse à une personne. Ça sera à vous ce soir. Ça sera... Pas maintenant. Là, maintenant, c'est à moi, parce que c'est l'ici et maintenant. Mais pour chaque personne qui écoutera, ça sera aussi avec eux dans l'ici et maintenant. Vous entendez aussi le son autour de nous. Ça aussi participe à un certain bien-être aussi, lorsqu'on est bien. Le murmure. Du son. Enveloppé dans une bulle confortable. Et là, et maintenant, avec vous, au festival. Chapeau, Myriam. Bon, je ne la fais pas plus attendre quand même. Vous m'avez distrait en arrivant. Hypnotisé. Comme le son peut le faire. Le son dans une Ou les voix. Oui, une transe hypnotique. La mienne, la vôtre. Voilà. Dans un cœur, ensemble, unis.
mais qui va vibrer avec les enfants de cœur qui sont là-bas, parce que c'est les deux créatures, c'est le titre du roman d'Heather O'Neill, c'est les deux créatures, les deux magnifiques enfants qui s'aiment jusqu'au bout et qui sont séparés. Enfin, c'est une histoire assez dure qu'elle décrit, et c'est bien ça, on va être enveloppé avec elle dans son récit, et que je vous laisse découvrir bientôt. C'est le chant de la sirène qui vous appelle, je vous laisse la rejoindre. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. La sirène. Maintenant, il va falloir trouver la première phrase, la première approche, enfin la première question. Heather O'Neill, il y a toujours une chose qui est difficile, c'est le début. Le début d'une entrevue? Le début d'un roman? Le début d'une entrevue? Ah, alors pour moi, c'est le début d'une entrevue. Il faut trouver la bonne question, celle qui justement va amener le début de la conversation, évidemment. Et tout de suite, on va au but. Je reconnais votre efficacité redoutable. Le roman. Alors au début, des enfants de cœur, j'avais presque eu envie de dire, je vous ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé vos enfants de cœur. Comment est venue l'idée? Comment vient Heather O'Neill une idée comme celle-là? Ce couple, Rose et Pierre, qui vont s'aimer dans un amour que tout va tenter autour d'eux de séparer, mais qui va être indestructible. Comment l'idée arrive? Et enfin, c'est... Les personnages m'ont... J'avais le personnage au début parce que quand j'étais 22 ans, j'ai essayé d'écrire ce roman-là. Puis j'avais comme, je sais pas, 20 personnages, puis il y avait comme 35 meurtres, puis toutes sortes de violences. Et tellement de choses sont arrivées. Et quand je suis finie, c'était 5 pages. Donc, mais je fais comme dans un petit chapbook, puis j'ai montré à mes amis, quoi. Mais après que mon père est mort, je cherchais dans ses affaires, puis j'ai trouvé cette minuscule petit roman que j'ai écrit. Et je l'avais relu. Puis il y avait ces deux personnages, Pierrot et Rose, qui, je pense, qu'il y avait toute l'inspiration de ma jeunesse là-dedans. Et donc, je voulais écrire tout un roman et trouver... dans ma petit roman, ils étaient comme des gangsters qui étaient super beaux, puis psychopathiques, puis tout drogués. Mais je me demandais comment ces deux personnages ont arrivé à ce point-là. Donc, je cherchais l'origine de Pierrot, puis l'origine de Rose. Puis, en fait, je savais même pas je voulais pas qu'il était amoureux. J'avais l'idée qu'ils se connaissaient seulement, mais dès le début de la roman, ils étaient en amour l'un de l'autre et je ne pouvais pas les séparer. Donc, c'était eux qui ont tombé en amour l'un et l'autre. Donc, c'était... je voulais pas faire... J'ai pas commencé à faire une histoire d'amour, mais mes deux personnages ont tombé en amour puis je pouvais rien faire. Comme si tout d'un coup, les personnages échappaient à leur propre destinée, ou en tout cas que vous vous retrouviez face à eux comme perdus, n'étant plus le maître de leur destin. C'est incroyable. Ouais, c'était... et plutôt, je trouvais mais comme le personnage de Pierrot, je l'avais connu dès le début, puis il n'a pas vraiment changé. Parce que c'était pour moi un homme très mélancolique qui est très doué à un corps énorme. Ben, il est trop sensitif, mais donc il est venu à moi comme toute plein. Je le connaissais déjà quand j'ai commencé le livre, mais Rose, elle a complètement changé. C'est comme elle était foutue de mon narratif, puis elle disait, je ne vais pas être une femme que tu décris qui est vulnérable. Puis elle a devenu comme
c'était pour moi une grande surprise que c'est elle qui est devenue comme le grand gangster de le roman, puis c'est elle qui est devenue le personnage psychotique, puis était comme un moitié gangster mâle, moitié Simone de Beauvoir. Puis après avoir écrit ce personnage-là, je me demandais d'où est venue Rose, sa duette. Elle a venu d'une place dans moi-même que j'avais caché, un sort de rage de tout ce qui a se passé dans ma propre enfance ou que j'avais vécu comme une jeune femme. Donc, je trouve qu'après avoir passé cette époque d'écriture avec Rose, j'ai devenu comme une personne très différente. Là où je suis un peu inquiet, Heather O'Neill, mais si je vais trop loin, vous me le dites, et je m'arrête. Vous faites référence, en parlant de Rose, à vos déchirures de votre petite enfance. Mais Rose est orpheline, comme Pierre est orpheline. Ils naissent tous les deux, ce couple qui va devenir inséparable, dans le Montréal de la crise, enfin de ces années-là, de ces années 20, un Montréal que l'on va découvrir, qui n'est pas du tout celui qu'on a en tête d'ailleurs, qui est sévère, dans cet univers qui, je sais, est plein d'hypocrisie et montre à quel point la société québécoise ou canadienne peut être rigide, peut être aussi vulnérable. Ça, c'est venu, je pense, de mes propres expériences comme un enfant, parce que j'avais une enfance très difficile. Puis j'ai subi beaucoup d'abus comme physiques et sexuels. Puis j'ai trouvé, comme un enfant, je n'étais pas protégée par la société de tout. Puis les institutions qui sont là pour les enfants à Québec ont toujours déçu les gens, les petites ou qui n'ont pas de droits. Ils ont été responsables, supposés être responsables d'eux, mais aux périodes de toute la Québec, ils ont fait un job horrible. Et donc, c'est une façon pour laquelle j'ai vraiment été attachée à Rose et Pierrot, parce que j'ai demandé une grande question dans le livre, c'est comment on peut survivre l'abus de l'enfance et d'être une personne qui aime soi-même. C'est-à-dire parce que des fois, quand des affaires traumatiques t'arrivent, tu te demandes toujours qui est-ce que je pourrais être si ces affaires ne m'ont pas arrivé. Mais le fait d'être un survivant, c'est qu'il faut accepter que ces affaires t'ont arrivé, puis d'aimer cet corps et esprit qui était abusé. Donc, pour moi, Pierrot et Rose, ils ont deux façons de survivre l'abus qu'ils ont subi à l'orphelinat. Mais Pierrot, il l'internalise, puis il se sent toujours coupable. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas le survivre, il ne peut pas comme le overcome, on dit. Mais Rose, ouais, il ne peut pas le dépasser. Mais pour Rose, c'est qu'elle l'externalise, puis elle voit que c'est la société qui est rendue compte pour ce qui est arrivé à elle. C'est la société qui l'a laissée toute seule. C'est aussi la société qui et les attitudes féminines qui ont les rendu dans cette piège de prostitution et où elle ne peut pas vraiment avoir un boulot, quoi. Donc, pour elle, elle dit, si je ne peux pas fonctionner dans la vie, dans la société actuelle, je vais entrer dans la vie souterraine et la vie criminelle, puis il est là que je vais trouver ma fortune. Il y a des ressorts dramatiques, Heather O'Neill, que vous nous faites vivre, qui sont redoutables. Il y a très facilement pour le lecteur la possibilité de passer du rire aux larmes. J'avoue que ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Les premiers chapitres sur l'enfance, enfin sur la façon dont ils viennent au monde et sur les premiers temps dans l'orphelinat sont à la fois beaux et cruels. D'où vous vient
Enfin, est-ce que vous mesurez à quel point vous êtes une experte, que votre plume est un scalpel des sentiments humains et qu'il y a une dramaturgie absolument ciselée, diabolique. Vous êtes diabolique finalement. Diabolique en sens que je joue avec la lumière, puis ouais, c'est une façon... En fait, c'est diabolique parce que c'est comme je séduise le lecteur, la lectrice, de venir avec moi parce qu'il y a tellement des affaires qui sont... des images qui sont tellement beaux, poétiques, et la lumière, puis l'humeur, puis là... je rentre dans un monde où je le choque profondément. Donc, ouais, c'est ça que fait toujours le diable. Donc, je le fonctionne comme lui, en effet. Donc, Surtout quand le diable ressemble à un ange, parce que là, vous êtes là en train de me regarder avec votre sourire désarmant et vos yeux bleus d'une rare intensité et votre grande jeunesse. Et on se dit, non, ce diable-là, c'est pas possible. Ouais, mais en effet, c'était... c'est là, si je pouvais décrire ma style dans une phrase, c'est ça, c'est le piège la piège que je montre un monde innocent et en fait plein des anges, mais en fait, il y a tellement de douleur. Mais en fait, c'est parce que je voulais toujours montrer que les enfants sont toujours dans un état de grâce, même ils ne peuvent pas sortir de cet état. Même quand on leur vole leur enfance. Exactement. Pour moi, ils sont toujours des enfants, ils ont toujours leur humanité. Donc, je montre, même dans le livre, c'est juste, j'ai mis au début comme... l'événement le plus choquant, c'était juste dans les premières 30 pages, sont les plus choquants de le livre. Mais normalement, les auteurs, ils mettent les affaires choquantes au fin. Mais là, je voulais que le lecteur savait que là, ça, c'est ce que mes personnages ont vécu, ce que les enfants qui ont des enfances horrifiques, c'est ça qu'ils vivent. Et il faut que tu le témoignes si tu veux, après avoir toute leur magie et le cercle et la beauté qu'ils montrent au monde après ça. Mais si vous ne pouvez pas endurer leur douleur, tu n'as pas droit à leur magique. Alors, on ouvre le livre à son premier chapitre. Le premier chapitre s'appelle « Naissance d'un garçon du nom de Pierrot ». Et c'est Les enfants de cœur, au seuil, Heather O'Neill herself. En ce jour, en 1914, une très jeune fille frappa à la porte de l'hôpital de la Miséricorde à Montréal. Potelée, elle avait des joues rondes comme des pommes et des boucles blondes. Elle n'avait que 12 ans. Son cousin plus âgé, Thomas, avait traversé l'océan pour aller se battre en France. Elle était fou de lui depuis sa plus tendre enfance. Il était plein de fantaisie. Il savait marcher sur les mains et l'amener voir des orchestres dans la parc le dimanche. Il était courageuse et lui répétait sans cesse qu'il sera soldat un jour. L'hiver précédent, il s'était présenté chez elle dans son bel uniforme et lui avait dit qu'il lui fera passer un examen médical pour voir si elle était apte au service, comme les garçons. Elle était très curieuse de savoir si elle aura pu elle aussi être soldat, si elle était née garçon. Il avait dit qu'il devait enfoncer son pénis en elle pour prendre sa température interne. Quand il avait eu fini, satisfait de la trouver en parfaite santé, il lui avait donné un petit ruban rouge tombé d'un bois de gâteau qu'il avait épinglé sur sa veste comme une médaille en reconnaissance du grand service rendu à sa partie. Quand l'archiduc François-Ferdinand fut assassiné, Thomas priait pendant des mois pour que le Canada déclare la guerre, afin d'échapper à sa cousine enceinte. Aujourd'hui, je vous transporte dans votre Québec de très contemporain. À quoi ressemble cette société
canadienne. Et puis, ça veut dire quoi être écrivain au Canada ou au Québec? Enfin, je ne sais pas s'il faut toujours dire les deux. Et d'ailleurs, vous flirtez entre les deux langues, mais vous écrivez en anglais. Et c'est une question que vous avez dû entendre ici au Festival America souvent. Même si c'est une question que vous n'aimez pas, ça veut dire quoi être écrivain au Canada? En fait, j'adore être... après, on avait The Quiet Revolution à Québec dans les années 1960. La révolution silencieuse. Ouais. Puis là, effectivement, on a tué Dieu tous ensemble. Puis... Enfin, pas vraiment, parce qu'il est toujours, le crucifix est toujours sur le Parlement du Québec, vous savez ça. Ouais, mais il fallait parce que c'est un symbole. On ne peut pas l'enlever à cause de heritage status. Ah, je me souviens. Ouais. Donc, puis là, ça a commencé parce qu'avant cette époque-là, il y a, comme même mon père est seulement allé à la 3e année dans l'école. Donc, il y avait comme une révolution pour que les gens qui étaient d'une classe sociale pauvre, ils pouvaient aller avoir l'éducation universitaire gratuite, tout ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai venu d'un environnement très, très pauvre avec mon père qui était était en chômage beaucoup. On dit ça? Oui. Il était en chômage beaucoup, mais et lui avait seulement une éducation en 3e année, puis il ne pouvait pas vraiment lire ni écrire. Donc, mais à cause de les choses qu'ils ont faites pendant la Révolution silencieuse, ça m'a aidé comme un enfant de les classes pauvres d'aller à l'université et de trouver des moyens de m'en sortir de là. Donc, pour ça, je suis toujours comme... je remercie, si Dieu était encore là, je lui remercie. Oui, mais on le sait tous, depuis Marguerite Duras, Dieu est mort. Ah ouais, je suis j'étais contente d'être née à Montréal parce que c'est un espace, une place où il y a des moyens de s'en sortir de la pauvreté. Et aujourd'hui, comment vous en sortez avec le succès? Mais là, quand ça m'est arrivé pour la première fois, j'étais vraiment choquée parce que j'étais comme jeune mère célibataire, puis j'avais rien dans la vie. Je pensais que j'allais nulle part, puis tout à coup, c'est arrivé parce que je travaillais sur les livres et quoi, puis chaque chose que je faisais dans la vie, je me ratais, je disais, mais là, je suis au fin de la rue, qu'est-ce que je vais faire avec toute ma vie? J'ai pas de chance. Et là, le livre a sorti, puis c'était un énorme succès. Ça m'a vraiment, ça m'a bouleversée complètement. Il y a eu le père qui est arrivé plusieurs fois dans votre discours, dans vos souvenirs, Heather O'Neill, et votre maman? Ma mère elle m'a abandonnée quand j'étais très jeune. J'étais comme 7 ans. Donc, elle est un peu, on dit, un drifter qui habite un peu partout. Donc, je ne connais pas beaucoup d'elle. Donc, je ne sais pas, c'est un peu sans-abri, quoi. Donc, j'ai perdu trace d'elle souvent. Ça, c'est complètement obsédant, j'imagine. C'est quoi? Obsédant, it's like an obsession of something like... Ouais. Yeah. Pour moi, oui, parce que en fait, là, j'avais écrit trois romans et quand j'ai soumis le dernier roman à mon éditrice, elle disait « Ah, mais encore, ils n'ont pas de mère. » Puis j'ai dit « Mère, j'ai oublié encore de les donner des mères parce que c'est la fait d'être un enfant sans mère, ça m'a tellement marqué dans la vie, particulièrement d'être un fils sans mère, donc t'as pas... un role model, quoi, de décrire qu'est-ce qui va t'arriver. Comme
et les dangers d'être un fils. Donc, c'est vraiment marqué. Je ne peux pas même imaginer ce que ça peut être d'avoir un mère qui est là pour toi, pour te donner d'amour et tout ça. C'était une grande absence dans ma vie. Je trouve, en fait, c'était un peu les romans et les personnages des romans et tout ça qui ont remplacé ma mère, puis donné une sorte de route dans la vie. Quand je lisais Ces enfants de cœur, d'ailleurs c'est un beau titre, Les enfants de cœur, pour raconter la vie, l'épopée, la saga de ces deux orphelins qui ont un cœur gros comme ça et qui sortent de cet orphelinat catholique à vomir. C'est pas le titre en anglais. En anglais, ça s'appelle comment ? Lonely Hearts Hotel. Ah, l'hôtel des cœurs solitaires. Je laisse aux auditeurs le soin de lire le livre pour comprendre. Je me retrouvais à avoir l'impression que chaque chapitre pouvait se transformer en un épisode de série télévisée. Je ne sais pas pourquoi. Je vous lisais aussi comme on peut voir un script. Est-ce que vous avez aussi quelque chose qui a à voir avec une forme d'écriture cinématographique ? Et aujourd'hui, quand je dis cinématographique, je fais aussi référence à ce que fait la télévision, à ces surdoués qui sont scénaristes. Ouais, en fait, j'écris dans une façon probablement parce que j'ai commencé comme poète, mais j'écris dans une façon avec beaucoup d'images. Donc, mais j'ai jamais pensé, je garde pas tellement des films, et avant avec mes autres romans, quand des producteurs m'ont approché pour faire un film, j'ai toujours dit non parce que je trouvais que la fait qu'un roman peut-être se traduire dans un film de 2 heures, ça ne marcherait pas. Mais avec ce livre-là, j'étais approchée pour faire comme un mini-series de télé. Et j'ai dit oui, parce que comme ça, j'aime beaucoup comme vous disiez, ce qui se passe sur la télévision ces jours-là. Tu peux avoir 8 épisodes pour dire une grande histoire, pour montrer les personnages qui changent et tout ça. Donc, ça pourrait être fascinant. Même plus que 8 épisodes, parce que ce livre épais, qui fait quelques 400 pages, a une multitude de chapitres qui pourraient chacun donner lieu, je crois qu'il y en a près de 70, à un épisode, à 2, 3 séries, comme Netflix peut le faire, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est le type d'affaires qui vont arriver. Chapeau. Heather O'Neill, merci. Merci beaucoup. Les enfants de cœur, par Heather O'Neill, c'est au Seuil, avant d'être sur Netflix. Et c'est l'un de mes grands coups de cœur découverts pendant le festival America, dont le programme complet de l'édition est sur le site www.festival-america.com, un site qui abrite le corpus réalisé dans leur mur par En Roue Libre. En Roue Libre est proposé par Alexandre Hérault, réalisé par Benoît Artaud, et elle a besoin de vous, cette roue, pour circuler. Alors, likez-nous, partagez, abonnez-vous. En Roue Libre, évidemment. Alex, En Roue Libre.